Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Va-t-on assister à un effondrement des marchés pendant l'été? Est-ce qu'on va voir les indices boursiers rentrer en correction de moins 10, moins 15, moins 20%? Est-ce que les matières premières vont nous faire du moins 15, moins 20%? Est-ce que par effet domino, les crypto-monnaies, le bitcoin va dégringoler aussi? Affaire à suivre, en tout cas, c'est plutôt mal barré. Vous allez découvrir pourquoi dans cette vidéo, mais on a des signaux d'affaiblissement sur les indices boursiers américains qui sont très préoccupants, qui ont été lancés cette semaine. Ça fait un mois que je vous en parle, mais là le problème c'est que les signaux sont validés. Là, cette semaine, c'est clac. Attention, alerte rouge validée. Je vous avais fait une vidéo il y a un mois, alerte rouge, mais je vous ai expliqué qu'on n'avait pas encore de signal validé. Bah là c'est parti. Là, ça craint du boudin. J'ai d'ailleurs lancé un sondage hier soir sur mon canal Telegram en disant, voilà, ça fait plusieurs semaines que je prépare les esprits, les signaux d'une grosse correction sur les indices boursiers se valident, idem sur les matières premières, on ne devrait plus entendre personne parler d'inflation d'ici la fin de l'été. En bref, l'été risque d'être mouvementé. À la suite de ce message, j'ai lancé un petit sondage. Pensez-vous que le Bitcoin va rebondir si les indices et les commodities dégringolent cet été? Et à ce sondage-là, on a eu donc 1600 votes. Il y a eu 46% de oui et 54% de non. Donc ça, c'est très problématique. Les non, les 54% de non, moi, ça me pose problème de voir ça parce que ça veut dire qu'on a 54% des personnes qui ont voté qui sont pseudo-religieux sur le Bitcoin, on va pas se mentir. En général, quand ça dévisse, tout dévisse. Je veux dire, les matières premières, les actions, les cryptos vont pas être épargnés. On a des actifs qui sont certes plus ou moins décorrélés sur des cycles larges, mais sur des cycles ponctuels, c'est des actifs qui sont qui restent quand même très corrélés. Si on a, voilà, si tout se met à dévisser, tout dévisse. Concrètement, c'est pas le fait que le Bitcoin ou la blockchain, on n'y croit plus. C'est simplement un phénomène de psychologie des foules. Tout le monde a une appétence pour le cash. Tout le monde se met en risk-off. Donc, si on a trop d'exposition sur les marchés et qu'on voit que tout dégringole, eh bien, on revend des positions. On ne revend pas tout, mais on revend des positions. Et si on a encore des positions, si on fait pas partie de la clique qui s'est fait exploser pendant la première vague de baisse sur le Bitcoin, où on a tous les comptes sur marge qui se sont fait dégager, tous les comptes levier, tous ceux qui sont arrivés trop tard, qui ont revendu en se disant je ne retoucherai plus au Bitcoin, mais qu'on considère juste ceux qui détiennent du Bitcoin sur le moyen long terme, on a une partie de ces personnes-là qui vont refaire du cash parce que tout s'écroule de partout. Et ça, c'est pas une prédiction de marché, c'est juste un phénomène humain. Quand on se protège, on laisse pas. S'il fait moins 50 dehors, on rentre à l'intérieur, on va pas laisser juste un bout de sa main à l'extérieur en se disant non c'est bon, la main j'y crois, elle va résister, le Bitcoin j'y crois, il va résister. Non, on rentre, on se met au chaud. Donc voilà, par rapport à ce sondage là, l'idée c'est que voilà, si vous avez deux classes d'actifs majeures qui lancent des signaux d'affaiblissement, c'est qu'en principe, les autres classes d'actifs qui sont extrêmement volatiles, notamment sur les cryptos, ont plus de chances de partir vers le sud, même si c'est un petit mouvement. Ce mouvement a plus de chances, par effet domino, de se retrouver en vente que à l'achat, tout simplement. Donc allez, c'est parti pour cette vidéo, l'introduction était trop longue. Allez, analyse du Bitcoin. Cette semaine, on est toujours dans cet énorme range. Vous voyez, la semaine dernière, on aurait pu dire, ok, on avait le triangle ici, on a cassé par le haut, boum, là on est revenu. C'est pour cette raison, encore une fois, que vous ne devez pas trader tout ce qui bouge. Attendez vraiment des contextes de marché qui soient absolument parfaits, limpides, avec une grosse espérance de gain sur le trade que vous allez mettre en place et surtout une grosse probabilité de réussite sur le trade que vous allez mettre en place. Là, tous ceux qui s'amusent à tirer sur tout ce qui bouge, ils auraient pris le short sur la cassure de ce triangle-là, ensuite ils auraient pris le long sur la cassure haussière de ce triangle-là, et puis au final on en est toujours au même point. On est au milieu et on est en train de latéraliser dans une consolidation. C'est pour cette raison que tirer sur tout ce qui bouge,
oubliez littéralement, regardez vos graphes sur des unités de temps plus longues, hein, par exemple sur du weekly, hein, et vous voyez sur du weekly, si je vous affiche les bandes de Bollinger, on est toujours hein, sur le bas de la bande de Bollinger. On est censé construire, si on reste dans un bull market, hein, une tasse avec une anse, et ensuite là on a la prise de position si on a le breakout. C'est dans ce type de contexte là que l'espérance de gain est très importante, que la probabilité de réussite est très importante. Les autres contextes de trading, pour prendre des positions, sont à mon sens du casino. On tire sur tout ce qui bouge, on ne fait pas suffisamment de preuve de sélectivité dans son trading et on se fatigue tout simplement, on se fatigue émotionnellement parce que à force de tirer comme ça, d'entrer et de sortir, etc., on n'arrive plus à identifier ce qui est un bon contexte de trading de ce qui est un contexte de trading moyen. On épuise aussi son compte hein, puisque à force d'enchaîner des petits gains, des petites pertes, à un moment donné on va faire une erreur, on va pas vouloir prendre la perte et ça va engendrer une grosse perte. Et donc bref, le capital n'est pas frais, notre mental n'est pas frais, alors que quand on prend juste une transaction par an, tel un sniper, on identifie le moment très opportun, boum, on tire, on prend le trend, boum, on sort, et on reste cash et on attend qu'une nouvelle très belle opportunité se mette en place. Donc là, actuellement, sur le Bitcoin, de mon point de vue de spéculateur, hein, je ne suis pas une personne qui buy de deep ou je sais pas quoi là, j'attends juste un contexte de trading. Grosse probabilité de réussite, grosse espérance de gain. Si j'ai pas le contexte de trading, je préfère rester cash et rester tranquille et d'observer tranquillement dans ma chaise, dans mon canapé, tout le monde s'affolait, tout le monde parlait du Bitcoin, achète, vend, c'est la fin, c'est le début. Quand on est un spéculateur, c'est pas ça qui compte. C'est très amusant d'observer tous ces discours, d'en parler avec nos amis en soirée, mais encore une fois, c'est pas ça qui fait rentrer les zéros sur le compte de bourse. Donc si on va faire un petit tour du côté de la market cap, vous voyez qu'on est toujours en marché haussier sur... alors on va regarder sur le total market cap. On est en train de latéraliser, hein. On a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, on est dans ce canal. On a le scénario voilà, où en plein milieu de la latéralisation. Alors, je vais vous la passer en journalier, on verra mieux. Hop. Alors, non, c'est pas ça. On est toujours sur ce scénario-là. Hein. On est en plein milieu du canal. On a une latéralisation, une consolidation. On casse par le bas, on va chercher le bas du canal. On casse par le haut, eh bien, on repart dans le bull market. Donc là, on est en plein milieu. On est entre les deux mondes. Mais quoi qu'il en soit, là, au niveau du flux d'argent des investisseurs, on est toujours pas en bear market, il faudrait vraiment qu'on casse le bas de ce canal pour se retrouver en bear market. Est-ce que pour autant c'est le moment de prendre une position? Encore une fois, absolument pas, en tout cas pas de mon point de vue et de ma façon de spéculer. Alors, cette semaine, je vais reprendre les emails privés. Hein. Ça faisait 2 semaines, hein, 2 semaines de pause. Donc, à partir de lundi. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi, un email chaque matin dans votre boîte. Et je vais vous parler du trade que j'avais effectué sur le Bitcoin en 2017. J'ai fait une toute petite vidéo de 5 minutes dans laquelle je résume tout. Et ce qui va vous choquer, c'est à quel point on peut faire un duplicata de ce qui s'est passé en 2017 avec ce qui s'est passé en 2021. Ce sont strictement les mêmes patterns graphiques qui nous ont permis d'entrer en position sur ce trade, les mêmes événements, sociaux qui nous ont permis d'identifier une zone de retournement de tendance avec vraiment le même type de star, le même type d'introduction en bourse. On a vraiment on a tout le même phénomène, un duplicata qui s'est passé en 2021 et 2017. Vous verrez dans cette petite vidéo et dans un récit un petit peu plus long que j'ai écrit, vous verrez à quel point ce sont toujours les mêmes structures qui permettent d'entrer en position, de sortir de position sur des trades, sur les plus beaux trades de l'année en fait. Ensuite, dans un deuxième email, je vous parlerai, alors de quoi je vous parlerai de l'histoire complète de ce trade. Donc là, ça va être plutôt l'histoire non dévoilée, quelque chose dont je n'ai jamais parlé en vidéo de ce trade sur le Bitcoin. Je vous parlerai aussi dans le troisième mail de la psychologie du mindset autour d'un trade par an. L'idée dans ce message, dans cet email, ça va être d'essayer de vous sensibiliser à une chose. Si vous n'aviez
la possibilité d'effectuer qu'un seul trade par an, si l'intégralité de tous vos revenus ne dépendait que de cette seule opportunité, si la vie de vos proches dépendait de cette unique opération, la question c'est, seriez-vous en train d'appréhender votre prochain trade de la même manière qu'aujourd'hui vous appréhendez vos trades? Et là, je vais vous dérouler tout le mindset que vous devez développer au travers de cette notion de un trade par an. Bien entendu, dans les faits, on va pas faire un trade par an, mais l'idée c'est de développer un niveau de sélection, de sélectivité qui soit tellement important qu'on en soit dans une logique de Pareto de je ne veux effectuer qu'un trade par an. Est-ce que l'opportunité qui s'affiche devant moi aujourd'hui, ce serait le seul trade de l'année sur lequel je miserais tout ou pas? Et en développant donc ce mindset, ça va vous permettre d'éviter d'entrer trop haut, de prendre du bruit de marché, etc. Donc tout ça, vraiment ce mail numéro 3 qui sera distribué jeudi matin, ne le loupez pas, ça va être de la bombe. Et enfin, dernier email, alors là j'ai osé un petit peu, j'ai parlé de la bébé de Rocco Siffredi. Et pourquoi la plupart du temps quand tout le monde parle de la bébé de Rocco Siffredi, donc les médias, il est déjà trop tard pour entrer, donc... Ça va être un mail un petit peu spécial. J'ai pas l'habitude de faire des mails comme ça, mais là pour le coup, vu ce qui se passe, vous allez voir, je vous ai pris un article les gros titres d'un article de journal. Et j'ai fait la comparaison avec Jean-Claude Duss et Rocco Siffredi. Enfin bref, ce mail, c'est une pépite. Il va plaire à certains et d'autres vont trouver que c'est scandaleux parce que je dis des grands mots. Mais vous verrez à quel point, comme ils disent dans les salles des marchés, quand tout le monde parle de la bite de Rocco, c'est qu'ils l'ont déjà bien profond. Désolé pour le langage châtié. Mais voilà, on va parler de ça dans ce 4e email. Donc inscrivez-vous à mes emails privés. Le lien est en description de cette vidéo si vous n'êtes pas déjà inscrit. Analyse du SP500, donc on a une semaine qui est décisive pour l'été, en tout cas à mon sens. Ça fait on est quoi? On est le 19 juin, ça fait depuis, je crois, le début du mois de mai que je vous parle de cet énorme wedge là. Et bien là, cette semaine, on l'a cassé par le bas. Donc je vais vous passer en journalier pour que vous voyez un petit peu la structure qui est en train de se mettre en place, une structure d'affaiblissement des prix. Donc vous voyez là, sur la fin, on se demandait tout simplement, est-ce que c'est une tasse avec une anse, avec une cassure par le haut, ou est-ce que c'est un wedge, un petit wedge dans cet énorme wedge? Eh bien, hop, là, on a cassé le petit wedge. Ici, donc ça c'était le 16 juin. Et ensuite, là, on a cassé le grand wedge. Donc c'était la séance d'hier, de vendredi dernier. Donc là, clairement, on est dans une structure de correction. Cette correction, la problématique, c'est que, comme toute correction, on ne sait pas si ça va être quelque chose de doux ou de très épicé. Dans le cas actuel, vu qu'on est monté extrêmement fort depuis la crise Covid et que là, actuellement, les frontières, voilà, tout est en train de réouvrir. Les gens vont consommer notamment beaucoup de services. Tout le monde s'attend à ce que ça parte vers le haut. En réalité, si tout cela est déjà pricé dans les prix, on risque d'avoir une correction qui peut retracer une bonne partie de cette hausse qui a été vraiment très directionnelle depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc je vous ai mis les niveaux. Alors il y a pas mal de niveaux. Alors on va peut-être mettre celui-ci aussi. Hop, on va le mettre là. Voilà, les niveaux sur le SP500, on peut avoir une correction de l'ordre de moins 11%, moins 17, moins 15%, on va dire, moins 23%, et dans le pire des cas, si on a une panique baissière, moins 30, autour de moins 30%. Donc le potentiel, à mon sens, au cours de l'été, il est plus vers le bas que vers le haut. Donc le scénario d'une grosse accélération en mode bulle spéculative pendant l'été, il vient d'être annulé par l'analyse technique. On a un signal baissier.
Donc tout simplement là, concrètement, ça veut dire moins de swing trade hein, pour tous ceux qui font du swing trading à la hausse et pour tous ceux qui ont des portefeuilles long terme ou des stratégies long terme. L'idée, hein, quand on a une stratégie long terme ou un portefeuille long terme, c'est de ne pas intervenir à tout va hein, dès qu'on a un signal sur une correction ou une baisse de 1 ou 2 mois. On va pas faire des arbitrages dans tous les sens, on va respecter sa stratégie. Et si on a un portefeuille passif, la stratégie, c'est simplement de rééquilibrer une fois par an son portefeuille. Et si on a une stratégie de suivi de tendance, hein, donc de market timing, et bien tant qu'on n'a pas ce signal de fin de tendance, on ne sort pas de son trade, hein, tout simplement. Donc je sais que cette question, elle m'a été posée pendant un mois, pratiquement toutes les semaines. Ok Cédric, mais qu'est-ce qu'on fait sur les portefeuilles long terme? Eh bien on suit la stratégie. Sinon, il n'y aurait pas de stratégie. La stratégie sur les portefeuilles long terme serait celle de suivre la vidéo hebdo. Non, c'est pas la stratégie des portefeuilles long terme n'est pas de suivre une vidéo hebdo sur YouTube, mais bien une bonne pondération des actifs, un bon rééquilibrage, et puis si c'est du market timing, de suivre la stratégie de market timing. Donc on a ce signal qui apparaît aussi sur le Dow Jones Industrial Average. Donc là on est sur du journalier, mais je vais vous le passer en hebdomadaire. Ce qui est très important hein, quand on a un signal sur le SP500 notamment, c'est que ce signal il soit corroboré par d'autres indices boursiers. Donc on l'a sur le Dow Jones. Hein. Vous voyez là cette semaine, boum, on a cassé ce wedge. Donc voilà, a priori correction vers le bas. Si on passe en journalier, on la voit bien hein, cette cassure. Et pour les chartistes hein, qui veulent aller un petit peu plus loin, on aurait ici donc une épaule, tête, épaule ou un double sommet. Hein. Un premier sommet, boum, un deuxième sommet et là la cassure par le bas. Donc en général quand c'est comme ça, on prend la distance entre le haut et le bas et on la reporte et ça nous donne notre premier objectif hop, de baisse qui correspond bien notamment à une zone de support. Donc ça, c'est le scénario pour, on va dire, pour la fin du mois de juin, début du mois de juillet, sur le Dow Jones Average. Et le Nasdaq qui lui tient beaucoup mieux, mais pour autant la structure chartiste hein, reste pas extrêmement jolie. Donc vous voyez cette ligne bleue là, ce scénario bleu était ce que je vous avais tracé ici. Donc on était hop au début du mois de juin. Donc là, on est bien monté, on est en train d'arriver en haut là de la structure en wedge. Donc tout simplement, là on s'attend à un affaiblissement. Si tous les indices, hein, si le SP500 et le Dow Jones Average corrigent, on va pas casser par le haut et monter monter en ligne droite vers le ciel sur le Nasdaq. Hein. Non, on va tout simplement revenir maturer et finaliser cette structure et de là on aura la cassure par le haut ou par le bas. Si c'est une faible consolidation, une faible correction on va dire sur le SP500 et les Dow Jones Average, eh bien on pourrait tout simplement assister à la maturation de cette pattern sur le Nasdaq et une cassure par le haut. Par contre, si c'est une correction qui est extrêmement forte sur le SP500 et le Dow Jones, eh bien, il faudra s'attendre à une cassure par le bas et un état correctif pour les valeurs technologiques qui sont vraiment mises sur le devant de la scène hein, depuis pas mal de trimestres et depuis pas mal d'années. Donc voilà, quand on a une classe d'actifs, c'est-à-dire les actions qui se met à corriger, c'est tout le marché qui corrige. Donc voilà, sur la classe d'actifs actions, je suis pas extrêmement optimiste hein, pour l'été. Après voilà, hein, on sait jamais ce qui peut arriver, mais du point de vue de la psychologie des foules, de l'analyse technique, on a aussi on a une grosse nouvelle qui a été annoncée dans le Wall Street Journal et qui met en avant le fait que le taux d'épargne consacré à la bourse chez les foyers américains, il est sur un record historique du jamais vu et que en général si tout le monde est à l'achat, tout le monde a acheté, où sont les nouveaux acheteurs? Les fonds institutionnels ils en ont jusque là des actions. On a tous les particuliers qui sont censés arriver et faire la dernière vague qui en ont jusque là aussi. Donc où va venir cette puissance d'achat qui peut amener un nouveau bull market, une nouvelle vague de hausse? Je n'en sais rien et à mon sens ça va être compliqué dans ce contexte-là d'assister à une grosse vague de hausse. Donc affaire à suivre, mais voilà, vous avez mon sentiment de marché, l'analyse de la psychologie des foules. En principe, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement positif pour cet été.
Autre fait marquant qui vient corroborer hein, l'analyse sur les indices, c'est ce qui se passe sur les commos, donc les commodities, hein, les matières premières. Je vous avais fait une analyse là-dessus hein, la semaine passée sur From Stradamus, hein, la semaine Telegram, dans laquelle je faisais des prédictions du forecasting, hein, des prédictions sur les grandes classes d'actifs. Côté et donc je vous avais parlé des commodities hein. Vous voyez cette énorme vague de hausse là qui a eu lieu depuis l'année dernière, depuis la crise Covid. C'est elle qui a causé toutes ces craintes inflationnistes, hyper inflationnistes de la part des médias. Donc actuellement tout le monde ne parle, n'a qu'un mot à la bouche: inflation, inflation, inflation. Et là le mouvement il est en train de ralentir, il est en train de s'essouffler quand ça s'essouffle comme ça, encore une fois, si on casse ce wedge par le bas, donc on est sur une unité de temps daily, hein, si on le casse par le bas, on risque d'avoir un scénario correctif. Scénario correctif qui devrait bien arriver de concert avec le marché action. Donc on devrait en fait assister à une correction, donc à un effet plutôt très déflationniste pendant l'été 2021 à la fin de l'été 2021, on devrait donc du coup plus entendre du tout parler de ces histoires d'inflation ou d'hyperinflation, notamment hein, si les commodities hein, se mettent à dérouiller. Donc si on a une baisse de marché de l'ordre de moins 30%, ça va tout de suite calmer hein, les grandes craintes d'inflation liées à cette hausse des commos, et ça devrait se normaliser. Alors moi de mon point de vue hein, sur les 10 années à venir, on est vraiment rentré sur un cycle inflationniste, mais vous savez hein, ça monte pas comme ça en ligne droite, on a toujours des vagues de hausse des taux d'intérêt, des matières premières, donc des hausses, des cycles de hausse des prix. Et ensuite, une fois que la hausse des prix elle a eu lieu, eh bien, on corrige, on a une baisse des prix, donc désinflation, puis inflation, désinflation, mais ça dans un cycle inflationniste. Donc ça monte jamais en ligne droite comme ça de manière linéaire, on a des cycles d'inflation et désinflation au sein d'un cycle inflationniste. Ce cycle inflationniste, s'il dure 10 ans, il y aura tout simplement au sein de ce cycle des périodes où l'inflation accélère, elle décélère, etc., etc. Donc là, à mon sens, la deuxième partie de l'année 2021, là, si on commence à casser sur les commos, hein, donc là, je peux vous mettre un autre indice hein, sur les commodities. Là, on est toujours dans le canal haussier, mais si on se met à casser ce canal haussier par le bas, on devrait avoir une belle mine. Alors là, on est sur combien? On est sur l'ordre de moins 20%, une belle correction. Hein. Donc le support, il est ici. Une jolie correction qui ensuite laisserait la place à une nouvelle vague de hausse qui, une fois qu'on sera plus ou moins sur les sommets, on entendra à nouveau tous les médias parler d'inflation, d'hyperinflation. Donc voilà, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Les médias, les vidéos YouTube, la presse financière, à chaque fois qu'ils vous parlent de quelque chose, c'est qu'on est sur la fin du mouvement, parce que le mouvement est fait, donc là ils peuvent en parler. Ils vont pas en parler avant. Le Bitcoin, on n'entendait pas tous les médias en parler l'été de l'année précédente, hein, quand il bougeait pas trop, quand il était dans une grosse base et qu'il se passait rien. Par contre, quand on a été autour des plus hauts sur le Bitcoin, c'est là où vraiment tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche: crypto-monnaie, Bitcoin. Donc vraiment, il y a ça à l'esprit. Hein, quand vous entendez les médias parler à outrance d'un actif financier, c'est qu'il est déjà trop tard pour rentrer et que vous devez plutôt chercher des points de sortie de position si vous avez été positionné plusieurs mois ou plusieurs trimestres en amont. Cette semaine, un petit cas pratique, cette semaine on a eu un magnifique breakout sur un contexte de trading qui est absolument parfait. Hein. C'est une fractale qui aligne 3 unités de temps avec 3 types d'investisseurs qui vont se ruer et qui se ruent sur cette action. Donc on a l'action Clabo qui est cotée sur le marché italien. Donc structure avec une large base ici. Extraction de la large base avec des volumes qui sont assez impressionnants, hein, qui historiquement on a jamais vu ça. Ensuite on a la première construction de la base, donc là c'est toujours l'épreuve du feu, hein, à savoir est-ce que c'est un mouvement, un pump and dump, est-ce que le soufflet va se dégonfler ou pas. C'est pour cette raison l'idée c'est certainement pas d'essayer d'aller chercher un creux ou un pullback, parce qu'on a absolument aucune idée. Cette action ne va pas revenir dans la large base et à nouveau retomber dans l'oubli pendant plusieurs années, ou si ce n'est pas un feu de paille mais un vrai contexte de rush boursier. Et dans ce cas-là, tout simplement on va attendre une belle structure en tasse et anse avec un breakout. Donc là vous voyez, hein, on a la structure en tasse avec anse, ou un triangle, ou une base, ou une boîte, peu importe comment vous appelez ça. Le plus important c'est que sur la fin
on ait des fluctuations qui soient de plus en plus faibles. Et enfin, le breakout. Vous voyez ce breakout avec des volumes extraordinaires, ça c'est le signal de top départ que tout simplement les gros investisseurs se remettent à acheter sur cette action. Ils en ont suffisamment accumulé et puis là, et dès qu'ils recommencent à en acheter un tout petit peu, vu qu'il n'y a plus du tout de vendeurs en face, et là c'est là où tout simplement les prix s'envolent mécaniquement. Donc là, on aura probablement un climax, voire un hyper climax run qui va se mettre en place sur cette action. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voit qu'il y a une faible liquidité, on a un contexte de rush boursier, on a quelque chose qui peut monter très haut, très vite, très fort en l'espace de quelques jours. Donc ce type de contexte, correction de marché ou pas, quand on a donc sur les indices boursiers, quand on a des éléments qui sont explosifs et qui sont réunis dans ce type de cocktail, voilà, en l'espace de quelques jours, le trade est réalisé. En général, nous quand on prend position, c'est pour plusieurs semaines, puisqu'une tendance n'exploite pas arrive pas à son plein potentiel en quelques jours. Mais sur ce type de configuration graphique, en l'espace de 4-5 séances de bourse, on peut très bien arriver déjà à un climax run, donc à quelque chose qui a doublé, qui a triplé, qui a quadruplé en prix. C'est un petit peu comme de la crypto, tout simplement. Donc vraiment recherchez ce genre de contexte de trading pour votre spéculation et arrêtez d'aller voir dans les médias, dans les journaux, des recommandations. C'est pas là-dessus vraiment qu'on fait des gros décalages à la moyenne en suivant des recommandations un monsieur en costume cravate qui travaille pour un grand fonds d'investissement et qui vous parle de cette grosse capitalisation boursière qui va peut-être faire plus 4% de performance au cours des 5 prochains mois. Non, hélas. La bourse, quand on veut faire des performances qui soient significatives, il faut aller rechercher ce type de contexte de trading et il faut des actifs qui aient une grosse potentialité de décalage à la moyenne. Et c'est pas sur des blue chips, c'est pas sur des grosses capitalisations comme Air Liquide qu'on va trouver ce type d'opportunité. Donc dernier petit rappel, cette semaine je reprends les emails privés, donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list, c'est que vous n'avez pas, ou si vous êtes inscrit mais que vous ne recevez pas mes emails, réinscrivez-vous et vous allez recevoir un mail de confirmation probablement dans vos spams. Il faut que vous cliquiez pour pouvoir recevoir ces emails par la suite. Donc on va parler du phénomène de déjà vu, vraiment un duplicata sur ce qui s'est passé en 2017 sur le premier plus gros trade de ma vie. Le deuxième plus gros trade de ma vie, c'était en 2021 en valeur absolue, en valeur de ce qui est en rentrée en termes de zéro sur mon compte bancaire. Ça a été le trade sur le Bitcoin. Je vais vous parler de l'histoire non dévoilée de ce trade, tout ce qui s'est passé derrière. La logique d'un trade par an, le mindset à développer autour de cette logique de Pareto qui vous permettra d'éliminer une énorme quantité de trades qui ne sont que du bruit, qui vous perturbent, qui vous parasitent. Et enfin on parlera de la bébé de Rocco Siffredi et pourquoi quand tous les journaux et les médias nous en parlent, il est déjà bien trop tard. Donc le lien pour s'inscrire à ma mailing list est en description et on se retrouve à partir de lundi matin pour ces emails privés.